Fille ou garçon? X ou Y? Et d'ailleurs, est-ce que c'est important? Notre monde est très genré. Les injonctions de notre environnement social modifient nos attentes. Les gens comme toi ne font pas ceci, ou les gens comme toi préfèrent cela. En fait, notre cerveau est extraordinairement plastique et flexible. Il cherche des règles en suivant des voies genrées. Donc quand on dit « regardez comme les garçons et les filles sont différents », c'est la fin de ce processus qu'on regarde et non le début. Rien ne prouve que le cerveau d'un nouveau-né soit différent selon qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille. Un monde genré engendre un cerveau genré. Ça commence bien. Ce serait donc uniquement la société qui opère une distinction entre filles et garçons, femmes et hommes. Vraiment. Bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'une femme? Et qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qui relève du ressenti? Et qu'est-ce qui est réel? Notre sexe détermine notre vie tout entière. Reste à savoir comment et pourquoi. Et si c'est inéluctable? Les questions sont légion. Alors on va y répondre franchement. Et mettre certaines vérités à nu. Les filles et les garçons. Midlife crisis, gender studies, family, non-binary, on hormones, sexually harassed. Féminisme. Définir l'être humain est toujours délicat. Ça équivaut à le figer. C'est comme si, tu es comme ça. Une chose est sûre, l'être humain est et reste un mystère. Je suis binaire. Tout le monde a un schéma binaire en soi. Plus et moins, 1 et 0, homme et femme. Je me suis jamais dit « Ah, je suis une fille ». Je pense évidemment qu'il y a beaucoup de différences entre un homme et une femme. Je crois que notre identité est autodéterminée. T'étais un garçon typique? Non, pas du tout. On m'a toujours screené que j'étais une femme et que je devais suivre certaines règles. Ça m'arrive de me regarder dans le miroir et de me dire « Aujourd'hui, je ne vois pas une femme ». Une femme typique est un être humain typique. Pourquoi une femme devrait faire ceci et un homme cela? Qu'est-ce qui caractérise un homme ou une femme? J'aurais du mal à dire les garçons sont comme ci et les filles comme ça. Je dirais pas que je suis une fille typiquement fille, mais je jalousais beaucoup mon frère parce qu'il avait la vie que j'aurais aimé avoir. Ça me convient bien d'être un homme. Même très bien. Et ça me convient bien d'être une femme. Je trouvais les femmes complètement nulles, hystériques, etc. Mais plus maintenant. J'estime que la plupart d'entre elles sont beaucoup plus intéressantes que les hommes. Il est important que chaque femme, justement, puisse être une reine. Une femme qui se sent en position de force agira probablement de la même manière qu'un homme. Mais je ne voudrais pas opposer les femmes aux hommes, parce que ça ne mène à rien. À quoi bon? Commençons par le commencement. Les composants d'une fille et d'un garçon sont différents. Mais qu'en est-il de leur logiciel? Avons-nous un programme intégré? Pourquoi sommes-nous tels que nous sommes? Je ne nie pas la différence entre les sexes.
Un des reproches les plus polis qu'on me fait. Je pense qu'il existe des différences physiologiques caractéristiques entre les cerveaux masculins et féminins. Je suis spécialisée dans les neurosciences cognitives. J'étudie les liens entre le cerveau et le comportement. Au départ, au tournant du 19e siècle, on cherchait à comprendre pourquoi le cerveau des femmes était inférieur. L'une des premières découvertes montrait qu'en moyenne, le cerveau des hommes pesait 140 grammes de plus que celui des femmes. Hurrah, ça expliquait tout. Les hommes ont un plus gros cerveau, c'est pour ça qu'ils sont plus intelligents. Mais quand on a étudié des cachalots et des éléphants, on s'est rendu compte que malgré un cerveau plus grand que celui des hommes, ils n'étaient généralement pas plus intelligents. Rien ne prouve que les cerveaux masculins et féminins sont différents à la naissance. On y revient. Aucune différence notable. Il y a une légère différence de taille, mais c'est parce qu'en moyenne, un garçon est plus lourd qu'une fille à la naissance. Les bébés sont avides d'ingurgiter des règles sociales et de les comprendre, parce qu'ils doivent apprendre à survivre dans ce monde qui les entoure. On sait maintenant que les enfants ne sont pas des individus sans défense et cognitivement inférieurs, comme on le croyait. Ils viennent au monde avec un radar social affûté parce qu'il faut survivre. Ils doivent savoir où est la source de nourriture, connaître le visage qui est associé ou encore la mélodie de leur langue maternelle. Et tout ça au cours de leur première semaine de vie. Les bébés repèrent très vite les différences sociales dans leur environnement. Ils peuvent distinguer un son, comme un chien qui aboie. Et puis, au bout de quelques semaines, ils arrêtent de prêter attention à ce genre de bruit de fond. En revanche, ils vont capter la sonorité de leur langue maternelle et le visage des personnes qui prennent soin d'eux. Ils identifient très rapidement ce dont ils ont besoin pour survivre. Ils repèrent aussi les anomalies. Si vous montrez à un bébé de 10 mois la photo d'un homme qui se met du rouge à lèvres, il sera surpris. Ils n'ont pas l'habitude de voir ça. Et à 2 ans, ils commencent à attribuer de la valeur à ces différences. Je m'appelle David, j'ai 8 ans et je suis un garçon. J'ai 7 ans et je suis une fille. Je m'appelle Vincent, j'ai 7 ans et je suis un enfant. Je suis un garçon. Garçon. Je suis une fille. Penses-tu que les filles sont différentes que les garçons? Non. Pas du tout? Pas du tout. Enfin, c'est un petit peu. Un tout petit peu. Ladies and gentlemen, Miss Lindsay Grace Slick. Je m'appelle Lindsay Grace Lake, j'ai 7 ans et j'aime la gymnastique et les concours de beauté. J'aime bien les jeux de ballon, c'est ce que je préfère. Les garçons jouent avec les toupies et les filles jouent avec les poupées. Je construis toujours des trucs avec mes Legos. Les filles préfèrent d'autres choses comme les chevaux ou ce genre de trucs. Les garçons peuvent aussi aimer les chevaux. Bien sûr. Je trouve les filles un peu plus chiantes parfois. Elles croient savoir tout mieux. Les filles sont un petit peu comme ça. Les garçons ont un caractère colère. Certains sont bagarreurs. Oui, ils se bagarrent tout le temps. Aimes-tu être un garçon? Oui. Pourquoi? Parce que j'aime les dinosaures. Nous surévaluons complètement les méthodes avec lesquelles nous éduquons nos enfants.
Des études ont montré tout ce qu'on fait sans s'en rendre compte. On parle moins avec nos garçons qu'avec nos filles. On utilise un langage moins métaphorique avec eux. On les prend moins souvent dans les bras qu'elles. Voilà ce que font des parents qui jurent pourtant dur comme fer élever leurs enfants de manière totalement égalitaire. J'étais choquée de la réaction des gens devant mon fils. Ça a commencé à la crèche, quand les bébés étaient tout petits. Plein de mères disaient que leur fille était une vraie petite chipie et que leur garçon était un vrai petit macho. Je n'avais qu'une seule envie, déguerpir au plus vite. Quand mon fils s'amusait avec l'interrupteur, comme aiment le faire tous les bébés, elle disait « il sera électricien ». Ne joue pas avec une poupée devant ton papa. Voilà le genre de choses que j'ai entendues à la crèche et qui me font froid dans le dos. Et quand un garçon et une fille étaient très amis, non, il fallait qu'ils jouent plutôt avec d'autres enfants du même sexe pour trouver leur rôle. Mais enfin, pourquoi donc ? Des parents me demandent souvent s'il est possible d'élever leur enfant sans le genrer. Il faudrait probablement l'enfermer dans une boîte et le priver de télévision et de jouets. Nous sommes prisonniers de l'importance que nous continuons à donner à... Désolée, on vient m'arrêter. C'est la police du genre. C'est pas à moi de décider du genre d'Amy. C'est à Amy de le faire. Le prénom ne doit pas être genré. C'est pour ça qu'on a choisi Amy. En premier lieu, c'est pour éviter de lui coller une étiquette d'entrée de jeu. Je ne peux pas contrôler ce que fait la société, mais je peux éviter de parler de garçons ou de filles, d'utiliser des couleurs stéréotypées comme le rose et le bleu. Quand on me demande si c'est un garçon ou une fille, je réponds pas. Je dis toujours à vous de décider. Je renvoie la balle. Ça perturbe un peu les gens, alors souvent j'en reste là. Mais c'est normal qu'ils soient déconcertés. On travaille sur ces questions et on utilise ces méthodes depuis plus de 20 ans maintenant, depuis 1998. En se filmant, on a constaté que nos réactions différaient en fonction du genre des enfants. Par exemple, on tolérait plus d'agitation chez les garçons que chez les filles. Les filles étaient autorisées à être turbulentes, mais moins que les garçons. On acceptait que les garçons fassent plus de bruit que les filles. Les filles pouvaient aussi être bruyantes, mais moins que les garçons. Et bien sûr, c'est complètement stupide. On ne peut pas traiter les humains de cette façon. Dès leur plus jeune âge, les enfants veulent faire ce qu'ils sont censés faire. Si on leur dit qu'ils sont une fille, ils vont essayer d'en être une. Se demander comment ils sont supposés se comporter. Ils vont chercher des réponses partout, à l'école, à la maison, à la télévision, et c'est comme ça qu'ils apprennent. Quand un bébé pleure,
On a souvent tendance à dire « il est en colère » et « elle est triste ». Mais si on ignore son genre et qu'on ne sait pas quelle étiquette lui coller, on ne le catégorise pas aussi précocement. On leur lit beaucoup de livres. Le plus important, c'est qu'ils contiennent des personnages forts, à la fois masculins et féminins. Quand ils veulent rejouer l'histoire ensuite, qu'un personnage soit masculin ou féminin, n'importe quel enfant peut se l'approprier. On travaille sur l'image que la société donne des garçons et des filles. Il faut déconstruire ces stéréotypes. Vous ne verrez jamais un adulte qui se prend pour une licorne. Mais les enfants ont beaucoup plus d'imagination. Ils vivent dans un monde ludique, et c'est très bien comme ça. S'ils veulent jouer à être une licorne, il faut les laisser faire. De la même façon, s'ils veulent être un garçon un jour et une fille un autre jour, il n'y a aucun mal à ça. On essaie de libérer les enfants de nos attentes et de les autoriser à endosser différents rôles. Ils peuvent choisir d'être un chien, un ours, une maman, un papa, une tata ou une mamie, comme ils veulent. Sois une chaise, mais je ne t'appellerai pas chaise parce que tu es une table. Tous les parents qui ont plusieurs enfants savent qu'ils ne sont pas nés comme une page blanche et qu'ils ne sont pas tout à fait pareils. Énormément d'études ont montré qu'il existe des différences majeures à tous les niveaux. Et comme c'est le cas dans toutes les cultures, ces différences sont forcément d'ordre biologique. Ce qui est commun à toutes les cultures, c'est que les garçons sont plus dans la compétition, tandis que les filles privilégient le dialogue et sont plus sociables. C'est aussi valable chez les adultes. Les caractères diffèrent selon le sexe. Les enfants qui fréquentent ces établissements sont élevés dans un environnement totalement coupé du reste du monde. Ce qu'on a là est une forme d'extrémisme qui impose de ne jamais appeler un garçon ou une fille. Mais où il faut dire l'enfant. Je ne comprends pas à quoi ça rime. Je trouve ça stupide. Ce n'est pas pour les enfants, mais pour leurs parents qui sont extrémistes. Excusez-moi. On pourrait faire une petite pause ? En ce qui concerne le cerveau, tout est lié. Il est influencé par tout un arsenal de variables, comme le sexe et le genre, mais aussi le stress, le statut économique, l'éducation et toutes les interactions qu'on a avec autrui. Chaque individu possède une mosaïque de caractéristiques, certaines plus spécifiques aux femmes, d'autres aux hommes. On ne dit pas qu'il n'y a pas de différence entre les sexes. Il en existe dans le cerveau, mais elles ne se divisent pas en deux groupes comme pour les parties génitales. La plupart des gens ont des caractéristiques cérébrales à la fois féminines et masculines. Les enfants sont très dociles. Pour les parents, c'est difficile à croire. Mais ils veulent tout le temps faire partie d'un groupe et copier ce que font les autres. Ils sont aussi assez cruels. Quand ils prennent conscience de leur genre, vers 3 ans et demi, 4, 5 ans, ils se transforment en police du genre. Les filles ne laissent pas les garçons jouer avec la malle de vêtements et les garçons refusent que les filles jouent avec des tracteurs, par exemple.
Quand un éducateur ou une éducatrice de crèche dit aux garçons d'aller jouer au ballon dehors et aux filles de venir écouter une histoire, il ou elle part du principe qu'il existe deux catégories d'enfants. Ceux qui aiment jouer au ballon, mais pas écouter des histoires, et ceux qui aiment écouter des histoires, mais pas jouer au ballon. Ces deux caractéristiques ou préférences existent et peuvent marquer une différence de sexe. Et il est vrai que les garçons sont plus nombreux à aimer jouer au ballon et les filles à préférer écouter des histoires. Cependant, il existe au moins 4 types d'enfants. Ces deux que je viens de mentionner, mais aussi les enfants qui aiment jouer au ballon et écouter des histoires, et ceux qui n'aiment ni l'un ni l'autre. Notre société réduit ces 4 catégories à 2. Pire, elle pousse le crime à considérer que ces 2 catégories correspondent aux parties génitales. Si on prenait en compte davantage de caractéristiques, 10 par exemple, le nombre de combinaisons serait énorme. Mais on prend toutes ces variables humaines et on les comprime en 2 cases. Filles et garçons, hommes et femmes. On réalise des études de génétique comportementale sur des jumeaux depuis une 50aine ou une 60aine d'années. Elles portent sur toutes les caractéristiques humaines, aussi bien physiques, psychologiques, psychiatriques, etc. Et on a la preuve indubitable que ces caractéristiques sont à 50% génétiques. On ne naît donc pas comme une page vierge. J'appelle ce qui se passe ici de la surcorrection. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, et je ne prône pas, contrairement à ce qu'affirment mes détracteurs, un retour aux années 50. La situation est bien meilleure aujourd'hui à de nombreux égards. Mais c'est pareil avec la tension artérielle. Il faut qu'elle ne soit ni trop haute ni trop basse. Il s'agit de trouver un juste équilibre. Les écoles comme Egalia, c'est de la surcorrection. À quoi bon? Soyez juste normaux. Normaux? C'est facile à dire. Mais c'est quoi, être normal? Et comment ça se manifeste dans le monde réel? Plus de 2 milliards d'enfants vivent sur la Terre, et ils vivent soit comme des garçons, soit comme des filles. C'est pareil tout autour du globe, dans chaque société, chaque religion, depuis des millénaires. Pourquoi? Est-ce biologique ou culturel? Inné ou acquis? Une chose est sûre, les êtres humains vivent de manière binaire. Il y a les garçons et les filles. Sauf que dans cet univers binaire, les filles sont nettement désavantagées. Les enfants de sexe féminin subissent des discriminations bien particulières, et ce, dès leur naissance, sur base d'un critère des plus sommaires. Elles ont un vagin en sortant du ventre de leur mère. Beaucoup de filles sont tuées à travers le monde, même si on ne veut pas le voir. Et les conséquences sont énormes, notamment sur la démographie de la Chine et de l'Inde. Et quand un enfant y voit le jour et que c'est une fille, on décide immédiatement ou très rapidement si la famille peut se permettre d'en avoir une. Et si ce n'est pas le cas, on la tue. Dans certains pays, les filles ne sont pas scolarisées. Elles se retrouvent mariées de force et subissent des violences, quand les mères n'ont pas tout simplement avorté car elles n'en voulaient pas. Le monde accuse déjà un déficit de 140 millions de femmes. Les premiers pays concernés sont la Chine et l'Inde, suivis par les régions des Balkans et du Caucase. Les conséquences? Violence, prostitution, traite d'êtres humains, misère, maladie. Les filles ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête.
Imaginez une famille qui a de faibles revenus et souhaite investir dans ses futurs enfants. Mais comme elle a très peu d'argent, elle ne peut en avoir qu'un. Les familles ont tendance à investir plutôt dans les garçons. Parce que dans ces sociétés, on part du principe que les filles vont quitter leur foyer pour aller vivre avec la famille de leur mari. On n'envisage pas qu'elles puissent rester pour prendre soin de leurs parents vieillissants et entretenir la famille, ou avoir un bon emploi et vivre dans une certaine aisance. Il y a des solutions politiques. Les gouvernements peuvent intervenir en mettant en place des politiques incitatives, verser des aides financières aux familles ou développer un système scolaire public qui permette aux filles, elles aussi, d'aller à l'école. On sait que l'émancipation éducative et économique des filles et des femmes a des conséquences positives. Par exemple, la scolarisation des filles entraîne des grossesses plus tardives, ce qui réduit les mariages précoces et augmente le niveau de vie des familles. Quand elles vont à l'université, c'est tout le marché du travail qui en bénéficie, parce que ça crée un afflux massif de nouveaux talents au sein de ces économies. Beaucoup de femmes à qui j'ai parlé disaient que, certes, faire partie des pionnières était difficile, mais que ça avait changé la donne pour leurs sœurs ou leurs cousines. D'un coup, il y avait un modèle dans la famille dont l'ancienne génération pouvait dire « c'est pas si mal, c'est même plutôt bon pour nous, et c'est compatible avec notre culture ». Les pays dans lesquels les filles ont rattrapé leur retard font face à un nouveau problème. Les garçons sont en perte de vitesse. Résultat, les comportements changent. Dans les crèches et les cours d'école, on se plaint des attitudes anormales des garçons, qui sont agressifs, fatigants et mauvais en classe. C'est de la surcorrection. C'est pareil avec la tension artérielle. Il faut qu'elle ne soit ni trop haute, ni trop basse. Alors que faire? Bien plus de femmes vont à l'université. Les garçons sont en échec scolaire. Et on peut s'interroger sur ce qui arrive aux enfants, aux garçons, quand ils sont élevés dans un système scolaire, dans une école maternelle que je qualifie de très féminine. Parce que c'est vraiment ça. Les personnes sans domicile ou qui se suicident sont principalement des hommes. Il y a donc bel et bien des différences. Et une chose est commune à toutes les cultures, c'est que les garçons sont beaucoup plus brutaux quand ils jouent. Chez nous, c'est très bruyant. Les gens qui viennent ici pour la première fois trouvent souvent que le niveau sonore est très élevé et disent avoir besoin de s'y habituer. On crée un espace pour les garçons et les jeunes hommes. Un lieu dédié où ils sont les bienvenus comme ils sont, qu'ils parlent fort ou qu'ils soient plus discrets, quelle que soit leur manière d'être. Un endroit sûr où ils peuvent se tester. Je m'appelle Jérôme et j'ai 13 ans. Je m'appelle Bastian Knauf et j'ai 14 ans. Je m'appelle Igor et j'ai 13 ans. Je m'appelle Terence et j'ai 11 ans. Ils sont submergés par tout leur bagage émotionnel. Quand ils n'ont personne à qui se comparer, se confronter, ça devient très lourd à porter.
Un jour, j'ai frappé un prof parce qu'il arrêtait pas de m'énerver. Qu'est-ce qu'il avait fait? Je me rappelle plus. Les autres se moquent de mon doigt tordu, simplement parce que je suis un peu en surpoids. La plupart du temps, je m'énerve assez vite. J'ai déjà eu des amis hypocrites. Je me disais qu'il fallait être fort, qu'il n'y avait pas le choix. Ils ont de gros problèmes d'agressivité. Ils montent vite dans les tours, s'énervent et se bagarrent souvent. Ici, on m'a appris à contrôler ma colère. Je fais tout le temps. Au moins, on peut travailler sur la colère, c'est déjà ça. Mais en fonction de leur état d'esprit, s'ils sont dépressifs ou apathiques, c'est plus difficile de les inciter à agir. Personnellement, je mise sur le sport, la créativité et le papotage. L'agressivité n'est que l'expression du sentiment d'être invisible, du besoin de reconnaissance, du manque de solutions pour réagir dans certaines situations. L'agressivité est toujours considérée de manière si négative, alors qu'elle pourrait tout à fait être source de force et de dynamisme. Elle n'est pas nécessairement destructrice, elle pourrait être un véritable cadeau, une occasion d'offrir toute sa force à quelqu'un, puis de toper là et de s'en réjouir. Tout au long de l'histoire, la masculinité a toujours été définie par la force, la froideur des émotions et la violence. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique. Apprendre à un garçon à se comporter de cette façon est très destructeur. Entre autres parce que le cerveau humain est calibré pour la compassion. C'est l'une des caractéristiques les plus essentielles de notre espèce. Alors dire à un pauvre petit garçon qu'il ne peut pas se soucier des autres, qu'il ne doit pas laisser libre cours à ses émotions, qu'il ne peut pas éprouver de compassion pour un autre être humain ou le consoler, c'est balayer l'essence même de ce qu'il est. C'est on ne peut plus destructeur pour lui et tout aussi dommageable pour le restant de la société. Il faut bien comprendre que l'Occident, en particulier, est en train de redéfinir totalement la notion de masculinité en disant qu'un homme peut très bien être fort tout en étant capable de compassion. Et cette idée fait plutôt consensus maintenant, n'est-ce pas ? Quand un nouveau jeune arrive, on lui demande de nous parler de lui. Mais qu'est-ce qu'il va me dire? Il ne me connaît pas. Je suis plus âgé et je lui demande de me raconter des choses intimes sur sa vie. Ça donne rarement des résultats. Mais quand il commence à prendre de l'assurance, la pression retombe. Il s'ouvre et il commence à parler. Il faut leur donner un cadre dans lequel s'exprimer et ne pas aborder tous les sujets de manière frontale. C'est avant tout une histoire de confiance. Dans certaines familles, on ne doit pas montrer ses faiblesses. Les jeunes se créent alors un blindage. Je suis le plus fort, je suis un gros dur. Mais au fond d'eux, ils sont très fragiles et ils veulent l'être.